de la molécule chlorophyllienne à la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Depuis que les paléobotanistes et les palynologues eurent recours aux vestiges des plantes du passé et eurent jeté leur dévolu sur la collecte des graines de pollen fossilisées, la quête bancaire des graminées du Crétacé a montré que cette ère géologique était une terre de prédilection agraire. Cette période mésozoïque s'est vue aménager pour la première fois, dans le monde du règne végétal, des modes de reproduction sexuée capables de donner des fruits variés et riches en nutriments. Je m'appelle Florence Mazier, je suis chercheuse au laboratoire Géographie de l'environnement à Toulouse. Je suis palynologue, botaniste et je m'intéresse à l'histoire des paysages anciens. L'étude des grains de pollen et des spores qui sont conservés, archivés dans les sédiments nous permettent de reconstituer l'histoire des paysages, de leur modification, de leur dynamique au cours du temps, au cours des 11 000 dernières années. En fonction du projet et des questions scientifiques, on va identifier les sites cibles, on va monter sur le terrain et après on va donc prélever ces carottes, que ce soit dans les lacs ou dans les tourbières. On collabore beaucoup avec d'autres disciplines comme des archéologues ou des historiens, des géologues, des sédimentologues. Ça va dépendre des questions scientifiques et des projets, mais on ne travaille jamais seul. J'apprends des autres, j'espère leur transmettre mon savoir aussi. Et c'est aussi avec les yeux des jeunes stagiaires, des masters. On se rend compte aussi parfois de l'importance de nos découvertes. C'est partager ce qu'on a trouvé ou partager nos connaissances et se rendre compte que ça a une certaine importance et qu'on peut le valoriser. Et c'est là qu'on va commencer à faire tout ce qui est faisceau d'analyse. Donc, ouvrir les carottes, les protéger. Chaque discipline va repartir avec sa petite quantité très précieuse de sédiments et va aller plus loin dans les analyses. Quand on fait de la palynologie, pour identifier les grains de pollen, savoir si c'est une espèce, le genre ou la famille, on a besoin de clés de détermination comme on utilise en botanique, qui nous permet au fur et à mesure des questions d'arriver à l'identification du grain de pollen. Après, on regarde surtout donc la forme, savoir si c'est plutôt ovale, cylindrique, plutôt concave, etc. On regarde le nombre d'apertures, combien on a de sillons, combien on a de pores, combien on a de sillons plus pores au même endroit. Les activités humaines en montagne sont assez particulières, où il y a eu des moments où il y a eu une explosion démographique, où ils ont beaucoup utilisé le territoire montagnard, et puis parfois où ils ont abandonné le territoire montagnard, puisqu'ils n'avaient plus besoin de monter là-haut. La dynamique de l'action de l'homme sur la biodiversité, on peut la percevoir au cours du temps. Et c'est ce recul qui nous permet de répondre à certaines questions sur la conservation, le maintien ou la restauration de certaines plantes en montagne ou ailleurs. Chacun aura son histoire, chacun aura les biais dans son histoire, mais c'est toutes ces approches qui vont nous permettre d'être complémentaires et d'approcher au plus près une certaine réalité de l'histoire. Cette terre de 65 à 145 millions d'années a révolutionné le monde végétal en faisant paraître pour la première fois deux grandes classifications de plantes pollinifères, les plantes gymnospermes et les plantes angiospermes. Elles étaient dénommées ainsi parce que les botanistes ont voulu leur attribuer des noms grecs qui répondraient à des principes de rangement et de classification savante. Ces plantes se sont vues naître des structures vasculaires et cotylédonaires rythmées qui abriteraient prodigieusement des organes producteurs mâles et femelles. Sur cette échelle de temps géologique, la période du Crétacé est marquée par sa production florale, riche et variée. Elle s'est vue naître des organes de reproduction sexuelle sur des plantes dites angiospermes. Les botanistes ont établi un arbre généalogique et essaient de montrer que les plantes angiospermes ne sont pas les plantes dominantes pour rien. Les diverses innovations biologiques telles que les organes différenciés, système vasculaire, reproduction à l'aide de fleurs, graines protégées dans un fruit, fleurs regroupées dans une inflorescence, les ont franchies pour être des plantes supérieures et les voir dominer le monde de l'espace verdâtre. L'arbre phylogénique élu comme un buisson aux branches multiples, il s'est vu évoluer par stades et paliers au cours des âges géologiques. Les paléobotanistes qualifient les plantes angiospermes de plantes opportunistes parce que ces plantes à fleurs sont parvenues en dernier dans la classification du monde végétal. Depuis leur émergence, ces introduits règnent de droit divin sur tous les végétaux pour leurs manifestations spectaculaires et artistiques de leur floraison. Les plantes à fleurs assurent une reproduction sexuée
qui intéresse avec beaucoup de regain d'intérêt les agrobiologistes pour déterminer les frontières indéterminées qui séparent le règne végétal du règne animal. Le règne végétal. Les progrès d'études et les observations réservées à ce type de végétaux ont fait ressortir des horizons d'études jamais jusque-là augurés. Les scientifiques disent que le monde de la biologie moléculaire a permis de comprendre le sens de la variabilité génétique des populations chez les espèces végétales. Son étendue de recherche d'études à la sylviculture et à l'horticulture a rendu bien des services au monde des forêts alpins, les gymnospermes, et au monde de l'horticulture et floriculture, les angiospermes. L'observation scientifique. Les observations, les méthodes de recherche approfondies et les inquisitions du monde végétal ont permis aux hommes du génie agraire de reculer les pénombres de l'ignorance, et par là même, ils ont fait croître le savoir des publics sur l'espace verdâtre. Les chercheurs étaient parvenus à des vérités jusqu'alors insoupçonnées. Les biologistes avec leur regard assidu ont développé des hypothèses qui se sont fait avérer par les quêtes et les assertions scientifiques. Ces êtres ingénus ont défriché les activités secrètes des plantes et leur mode de floraison. Je m'appelle Francis Allais, je suis botaniste à Montpellier. Ma spécialité, c'est les plantes tropicales. Ça fait plus de 50 ans que je les étudie. C'est mon métier. Je me suis rendu compte que les plantes avaient un intérêt beaucoup plus puissant, parce que je ne les comprenais pas. Les plantes m'intéressent infiniment plus. La plante, ce qui me fascine, c'est que je ne sais rien à son endroit. Elle a des feuilles, mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il y en a besoin? Je vois d'autres plantes à côté qui n'ont pas de feuilles et qui ont l'air de se porter tout aussi bien. Voilà, la plante, ce qui m'a attiré, c'est cette altérité fondamentale. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu botaniste. L'importance des plantes, je crois que c'est ça que je voudrais faire germer dans l'esprit de mes contemporains. Leur montrer que ces plantes, elles sont absolument essentielles. Sans elles, pas de vie sur Terre. Ce sont de telles ardeurs et de telles prouesses qui ont fait et font encore dresser les étendards de la connaissance, comme la seule arme capable de franchir les frontières de l'ignorance et de libérer les hypothèses scientifiques des jougs inconsidérés des préjugés et des incompréhensions. Cette démarche académique des chercheurs connaît de plus en plus d'éclat et gagne en assurance l'universalité. Cette universalité d'entendement, largement acquise et parcourue par le commun du personnel scientifique, se retrouve comme par enchantement, consignée par le registre de doléances coraniques et de surcroît, induite comme une primaire à suivre, qui conduirait la quête scientifique vers des savoirs et des découvertes qui seraient pleinement satisfaites par les orientations des récits coraniques. À la sourate intitulée Kaf, au versets 4 et 5, Dieu dit, au nom de l'Omniscient, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quoi donc, n'observe-t-il pas, le sol terrestre? Que de plantes avons-nous germé par l'union des paires sexuées? Elles sont matière d'étude pour l'observateur et un rappel pour tout être repentant. Le verset précité a pour quintessence la prospection de la sexualité des plantes. L'observation du monde botanique permet ainsi donc de scruter et de déterminer les critères distinctifs des végétaux et de les apprécier à l'aune de leur valeur culturelle. La recherche du monde végétal est un alinéa inscrit par le décret divin et qui fait suite à un long échéancier de critères recommandés par le Coran. Les chercheurs ne sont pas dénués de compréhension lorsqu'il s'agirait de scruter la nature. Ils ne vont pas de main forte, mais pleines d'enthousiasme et d'ardeur scientifique, ils vouent des capacités cognitives, intellectuelles et des investigations pour sonder les composés du vivant et des choses inertes de la matière. Il me semble qu'il y a dans les plantes des choses admirables qu'il importe de montrer aux gens. Personne ne peut dire que ça ne mérite pas d'être montré. Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques. Quand je pense qu'il y a 700 ans, ce géant était une graine minuscule.
Elles sont très très beaux. Pour moi qui ne suis pas du métier, ça me paraissait plus facile de filmer des arbres que des animaux puisqu'ils ne bougent pas. Eh ben, apparemment c'est exactement l'inverse. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. L'Omniscient recommande l'observation scientifique. À la sourate intitulée l'Araignée, au verset 20, l'Omniscient dit « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Circulez sur terre, et voyez comment Dieu a entamé la création. » Le lendemain de Noël 1831, un brick de l'amirauté britannique trouve enfin les vents favorables pour sortir du port de Plymouth, en Angleterre. Le navire prend la mer pour un long et périlleux voyage autour du monde. Il a pour mission de cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. À son bord se trouve un jeune homme qui peut s'estimer heureux d'être là après avoir arraché à son père la permission d'embarquer. Au terme de l'aventure, son nom est Charles Darwin. Il a 22 ans. L'expédition Robert Fitzroy, qui devait radicalement changer la vie du jeune dilettante. Il y avait là tout ce qu'un jeune homme pouvait désirer. Romantisme, voyage, exploration de lieux exotiques. Où Darwin contemple pour la première fois une végétation tropicale. Tamarins, bananiers et palmiers poussaient à mes pieds. J'avais peur des déceptions, que de telles craintes sont vaines. Ce fut pour moi une glorieuse journée, comme un aveugle à qui on aurait donné la vue. La cabine de Darwin est exiguë, et il doit la partager avec le cartographe de l'expédition. Mais il y règne un bon esprit industrieux. La table sert à dessiner les cartes, et l'artiste de l'expédition, Augustus Earle, n'est pas le dernier à s'y installer. Darwin est fasciné par l'extraordinaire diversité que l'on peut trouver dans la nature. Il a consigné des centaines de pages de notes dans ses petits carnets. Il travaillait en indépendant. Il a commencé à collectionner des éléments importants dans les océans, sur Terre et dans les airs. Des échantillons de pierres et de minéraux. De tout, à vrai dire. C'était une activité importante. Cela permettait aux naturalistes européens d'accéder à des connaissances et de découvrir à quoi ressemblaient les régions inexplorées de la Terre. L'Amérique du Sud était un vaste chantier d'exploration. Des Allemands, des Français et des Anglais s'y faisaient concurrence. Des équipes étaient déjà sur place à l'arrivée de Darwin. Il espérait atteindre certaines régions avant les autres, car il y régnait en effet une certaine compétition. Le Beagle entre finalement dans la baie de Rio le 2 avril 1832. Pendant que Fitzroy dresse ses cartes des côtes, Darwin engage un guide et part explorer l'intérieur des terres. L'explorateur et botaniste allemand Alexander von Humboldt avait précédé Darwin de quelque 30 ans dans son exploration de l'Amérique du Sud. Humboldt était un homme du XVIIIe siècle. Son travail était universellement connu et son influence restait considérable. Il avait décrit un monde ordonné où chaque élément trouvait sa place. Darwin voyait les choses autrement. Darwin a été très influencé par des images qu'il a vues en préparant son voyage dans la forêt tropicale. Il a étudié les nombreuses estampes d'un artiste allemand
Johann Moritz Rugendas, qui avait déjà exploré ces régions avant lui. Pour Darwin, elle montrait clairement le système chaotique de la forêt tropicale. Humboldt et Darwin avaient des visions très différentes de la forêt tropicale. Humboldt la considérait comme un jardin d'Éden, magnifique et luxuriant, tandis que Darwin se concentrait sur les éléments morts, comme des troncs d'arbres pourris et sur les insectes qui grouillaient, ou sur les organismes qui poussaient sur des éléments morts. Il s'intéressait à ces cycles de décomposition et de vie. L'expérience de la forêt tropicale devait laisser une profonde empreinte sur Darwin. C'est le grouillement de cette forêt tropicale qui le fascine. Des milliers d'espèces y cohabitent, qu'il collectionne et classifie inlassablement. Il veut la comprendre et l'expliquer. Bien plus tard, il aura sa célèbre formule qui a pu germer à ce moment-là dans cette forêt. Je ne vois aucune limite au nombre de changements, à la beauté et à l'infinie complexité des adaptations des êtres vivants les uns avec les autres et liées à leurs conditions de vie, conditions soumises sur la longue durée au pouvoir de sélection de la nature ou la survie du plus apte. La forêt tropicale n'est pas le paradis. C'est un monde où règne une compétition acharnée. Une lutte pour la vie permanente. En septembre 1832, après avoir passé près de 9 mois en mer, le Beagle atteint l'Argentine et mouille au large des côtes de Bahia Blanca. Avançant un peu plus dans les territoires encore interdits de la connaissance. Ces questions, en dehors du savoir légitime, appartenaient à la révélation divine. Nous savons que la Terre a été créée, car au début, il y avait Dieu. Et nous savons qu'à la fin, Dieu prévaudra pour ces mêmes raisons. Toutes nos connaissances se situent entre ces extrêmes. Mais lorsqu'on s'aventurait dans ces extrêmes au nom de la science, on créait ce que j'appelle un dangereux savoir. Au fur et à mesure du voyage, les collections de Darwin prennent de l'ampleur. Chaque nouvelle trouvaille apporte avec elle son lot de nouvelles questions. Une expérience peu ordinaire de Fitzroy allait apporter de nouveaux doutes. Le pouvoir de la nature, c'est ce qui l'impressionnait. Et d'autant plus en tant que géologue. Il se sentait conforté dans certaines de ses théories sur les mouvements de la croûte terrestre par rapport au niveau de la mer, et que la plupart des reliefs étaient le résultat de mouvements de la croûte terrestre. L'arbre de vie devrait peut-être être nommé le corail de vie. Les croquis de Darwin reflètent la lente maturation de ses idées, chaque esquisse avançant d'un pas vers sa fameuse théorie de l'évolution. Le corail avec ses pousses chaotiques devint pour Darwin le symbole du processus de l'évolution. Dans la représentation traditionnelle de l'arbre, l'homme était placé au sommet de la création. Le corail de la vie propose un concept différent. Ces développements deviennent possibles dans toutes les directions. Il n'y a plus de destination unique, pas de finalité. L'évolution n'a pas de but. Le voyage du Beagle avait rendu évident dans son esprit que sa vraie inclination professionnelle était de mener des recherches en sciences naturelles. Le Beagle rejoint finalement l'Angleterre le 2 octobre 1836, après avoir passé 4 ans et 280 jours autour du monde. Darwin s'immerge plus encore dans le travail. Il est, comme il dit, millionnaire en fait, consultant des anatomistes, botanistes, géologues, éleveurs locaux.
Un large cercle d'amis et connaissances lui envoie des informations de tous les coins du monde. Il travaille à son grand livre, et sa théorie couvre de vastes territoires. Après des années de travail et des centaines de pages de notes, Darwin est finalement forcé de sortir de son isolement et de publier sa théorie. La dernière phrase du grand livre de Darwin est sans doute la plus célèbre. La voici. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie? Quelle vision de la vie? La grandeur est émotive. Ce n'est pas un mot très scientifique, grandeur. Avec ces puissances diverses attribuées primitivement par le Créateur à un petit nombre de formes, ou même à une seule. Or, tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes, sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer et se développent encore. De l'origine des espèces ne peut pas être compris sauf en tant que dialogue avec les visions traditionnelles de la création. L'omniscient recommande aux êtres humains de circuler sur Terre, c'est-à-dire partir à la demande de la science. Donc, il faut faire des expéditions scientifiques, un commandement qui ne recouvre aucune ambiguïté lorsqu'il s'agirait de s'instruire et de développer des connaissances. Cet impératif est une recommandation divine. En dépit des titres de la presse à sensation, la question de l'origine de la vie apparaît de plus en plus insoluble. Depuis Darwin, la théorie de l'évolution a subi plusieurs transformations pour devenir la théorie synthétique de l'évolution, qui intègre aujourd'hui, entre autres, les grandes avancées de la biologie moléculaire. On sait ainsi qu'au cœur de chaque cellule vivante se trouve l'ADN, une structure chimique qui code une masse colossale d'informations. Cette base de données chimiques agit comme un programme géant qui dirige en permanence les échanges chimiques complexes au sein de chaque cellule vivante. Cependant, l'origine de l'ADN lui-même, et donc l'origine de la vie, constitue un mystère incompréhensible. Les chercheurs échafaudent des théories, proposent des solutions astucieuses au prix d'hypothèses hasardeuses. On évoque l'expérience de Miller et sa soupe primitive, dont le brassage et quelques décharges électriques ont fini par former, par hasard, quelques acides aminés. Mais cette pseudo-explication masque mal le fait qu'un tel procédé est parfaitement incapable de faire apparaître, par exemple, des protéines. Chaque protéine demande en effet un assemblage précis de plusieurs centaines d'acides aminés, et cela ne se fait pas tout seul. Mais l'imagination n'a pas de limite. On a donc imaginé des circonstances spéciales qui auraient permis l'apparition de véritables brins d'ARN capables de s'auto-répliquer. Puis on a conjecturé l'apparition d'une membrane, et finalement on a imaginé l'apparition d'une usine chimique complète ayant son propre métabolisme, capable de se nourrir et de se reproduire. Bref, une cellule vivante. Avec beaucoup d'hypothèses et d'imagination, on peut évidemment réussir à décrire ce qu'il aurait fallu faire pour obtenir une cellule. Après coup, on peut toujours imaginer le chemin interminable que le hasard aurait dû suivre. Évidemment, quand on a les matériaux, la destination et la connaissance, on peut imaginer le moyen de former une structure, mais le problème reste entier. D'où est venue, à partir de rien, toute cette masse d'informations? Ces dernières années, la science de l'information est venue poser le problème en termes quantifiables, mesurables. On sait que l'ADN est une molécule géante, constituée de plus de 2 milliards de paires de nucléotides qui gèrent l'assemblage des 20 acides aminés qui vont constituer près de 100 000 protéines différentes, constituants chimiques actifs de nos cellules. Chaque protéine est formée de plusieurs centaines d'acides aminés. L'ADN est donc une base de données gigantesque qui rassemble une information extrêmement complexe et totalement fonctionnelle. Or, la théorie de l'information a produit des théorèmes qui nous enseignent, entre autres, qu'aucune information ne peut exister sans un émetteur, et que le hasard ne peut générer absolument aucune information. En d'autres termes, cela signifie que la vie ne nécessite pas seulement la présence de molécules chimiques associées à une source d'énergie, mais qu'elle repose d'abord sur de l'information, une sorte de mode d'emploi, un plan qui préside au fonctionnement de cette matière. Si le hasard ne peut pas produire d'information, alors d'où vient l'information très concrète présente au cœur de chacune des cellules vivantes qui nous composent?
L'information est une composante immatérielle, tout comme le programme informatique réalisé par l'intelligence humaine est une composante immatérielle de l'ordinateur. L'ordinateur n'est qu'un amas de matériaux inertes qui a besoin d'énergie, mais qui a surtout besoin d'une composante immatérielle, le programme ou information. Pour l'ordinateur, l'information émane d'une source spirituelle, en l'occurrence de l'intelligence humaine. Mais l'origine de l'information, présente dans l'être humain, et qui lui permet tout simplement de vivre, d'où vient-elle ? Si elle ne peut pas venir du hasard, et si on exclut la création de l'homme par Dieu, son origine demeure un mystère total. On peut décrire de plus en plus précisément ce qui se passe dans l'univers complexe d'une cellule. Mais si on exclut l'existence de Dieu, l'origine de la masse d'informations qui préside à la simple vie biologique d'une cellule demeure tout simplement une question sans la moindre réponse. Agir en conséquence, pour examiner les sources originelles de la création est une conduite recommandée et un acte de foi. L'érudit musulman est convié à poursuivre cette quête. Lorsque, par exemple, un chercheur quête sur la nature, on le voit toujours partir d'un bon cœur et humilité. On le voit décamper, en emportant avec soi, pour seule arme et bagage des effets vestimentaires, recouvrant ses connaissances, ses hypothèses et ses doutes. Il exprime parfois en dépit de ses doutes, des intentions sérieuses, de la patience, lorsqu'il se met à l'ouvrage. La récompense qui serait à la solde de ses efforts sera tributaire des résultats escomptés de ses recherches. Toute connaissance qu'il requiert pour la mettre à profit et en partage avec le monde ferait de lui un être bienfaiteur, et ses travaux serviront à la postérité. Le scientifique religieux peut s'inspirer des résultats escomptés de la recherche et voir dans quelle mesure il pourrait les mettre à contribution. Il doit aider les exégèses du Coran à revoir les versets correspondants. Il devra les vulgariser au profit du lectorat religieux. Cette démarche rendrait, à toute fin utile, les textes lisibles et compréhensibles. L'incroyant ne comprendra pas la nécessité de cette démarche. De toutes les manières, ce sont des préjugés infondés et ne sont que du colportage. Il pensera même, et au nom de la laïcité, que la science ne devrait en aucun cas rester au voisinage de la religion. Quelle piètre réflexion! Pour le savant croyant, les résultats escomptés de la recherche scientifique servent à mieux commenter les versets correspondants et qui sont restés jusque-là illisibles pour le manque de scientificité dans les commentaires. La science ne remet pas en cause le Coran, mais les commentaires attribués et dénués de science, oui. Le repentir servira pour l'incroyant de désaveu pour ses idées préconçues. Le Coran recommande donc de l'acuité visuelle. Il recommande que le regard de l'observateur soit plus attentionné lorsqu'il s'agirait d'étudier des choses de la création. La parole divine nous recommande d'examiner les processus évolutifs et les mécanismes qui président à la créativité. Le Coran nous recommande d'observer l'amorçage de la vie, de bien scruter les frontières qui délimitent l'inanimé de l'animé. Il nous demande d'étudier aussi bien le miracle de l'existence des êtres que l'apparition de la vie sur terre. Le Coran nous apprend aussi à prendre conscience des bénéfices et des avantages que l'on peut extirper des prouesses de la nature. L'observation de la chlorophylle. Dieu recommande l'observation de la nature verdâtre. Les chercheurs, en explorant les plantes, se sont rendus compte que la chlorophylle donnait aux plantes leur coloration verdâtre, une molécule qui a présidé à la naissance de tous les végétaux. Cette molécule est surtout connue pour sa pigmentation verdâtre et ses origines qui remontent à la nuit des temps, à la vie précambrienne. À la sourate intitulée « Le pèlerinage au verset 62 », Dieu dit « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'observes-tu pas comment Dieu verdit la terre après avoir précipité l'eau du ciel ?» Cette molécule verdâtre remonte ses origines à la nuit des temps, dans les solutions aqueuses et acides des eaux précambriennes. Là, où jadis une main créatrice et ordonnatrice façonnait à gré et à bon usage les organismes autotrophes ou chimio-autotrophes pour qu'elles puissent construire eux-mêmes leurs propres constituants et se nourrir sans en dépendre d'aucune autre. C'est le cas notamment des végétaux, qui se sont vus s'outiller pour fabriquer, grâce à la photosynthèse, toutes les substances nécessaires. La chlorophylle les aidait à croître, à se développer et les alimentait de dioxyde de carbone, d'eau, d'air, d'énergie solaire et des minéraux du sol. Qu'est-ce que la photosynthèse?
c'est la réaction chimique qui permet aux plantes de pousser. C'est la réaction chimique la plus abondante qui se produit à la surface de la Terre, de très très loin. Je dirais aussi que c'est la plus importante. S'il n'y avait pas de photosynthèse, il n'y aurait donc pas de plantes, il n'y aurait donc pas d'animaux et il n'y aurait donc pas d'êtres humains. Pour qu'une plante pousse, il faut de l'eau, des sels minéraux, de l'énergie et du gaz carbonique. Commençons par l'énergie. Elle vient du soleil. Elle arrive en gros à la verticale et donc il est normal qu'une feuille, ça soit une structure horizontale puisque c'est un capteur solaire. Comme l'énergie solaire est assez faible, il faut d'énormes capteurs. Ça veut dire qu'il faut d'énormes surfaces foliaires. Un grand arbre comme ceux qui sont au-dessus de nous, c'est des centaines d'hectares de surface de feuilles. Des centaines d'hectares. Hein. Évidemment, on ne peut pas bouger quand on a cette surface-là. Donc c'est cohérent avec le fait que ce soit des plantes immobiles. L'eau, elle arrive des racines. Elle monte dans la tige et elle arrive par la queue de la feuille et elle se répartit dans le réseau de nervures. Et si on retourne la feuille, on voit qu'elle est moins verte. Par contre, mais là il faudrait un microscope, elle est criblée de petits trous par où rentre le gaz carbonique. Et grâce à la molécule de chlorophylle, qui est dans chaque cellule de feuille et qui est un pigment de couleur verte, ça explique donc pourquoi la feuille est verte, grâce à cette molécule de chlorophylle, le gaz carbonique CO2 est cassé en deux morceaux. Le C, c'est-à-dire l'atome de carbone, il est gardé dans la plante et la plante s'en sert pour grandir. Quant à l'O2, il est rejeté dans l'atmosphère et il ressort par les trous par où sont rentrés le gaz carbonique. Et ça nous arrange bien parce que l'O2, c'est vraiment le gaz que nous respirons. Alors c'est bien pour un organisme d'être photosynthétique parce que il n'y a pas besoin de bouger. Le soleil ne va pas tarder à arriver. Alors il faut s'arranger pour ne pas être à l'ombre. Ici on est dans un sous-bois donc c'est un peu difficultueux d'avoir du soleil. Mais si on pense à une plante dans un milieu dégagé, elle n'a pas besoin de bouger parce que le soleil l'atteint directement. Les animaux ne peuvent pas faire ça. Un animal qui veut se nourrir, il est obligé de bouger précisément pour se procurer sa nourriture et éventuellement la chasser. La solution végétale, d'une manière, elle est beaucoup plus confortable. Voilà, je crois que je rends compte comme ça, de façon peut-être un peu trop simple, de cette prestigieuse réaction de la photosynthèse. Mais c'est très important de comprendre cette espèce de complémentarité entre les animaux, l'être humain d'une part, les plantes de l'autre. L'O2, l'oxygène qu'elles produisent, nous en avons besoin. Toute la vie sur cette planète dépend de la photosynthèse. La photosynthèse est le processus par lequel la plante élabore son propre aliment. Sans la photosynthèse, les plantes vertes absorbent de l'eau, des sels minéraux, de la lumière, du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Il faut se dire que sans la photosynthèse, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Dans les cas des fonds océaniques, là où aucune lumière n'arrive, une géodésie présente des récifs de sources hydrothermales qui éjectent des jets de fumée brûlants de plus de 350 degrés centigrades. Un milieu, en principe hostile pour tout organisme vivant. Cependant non, tout un écosystème écologique régit ce biotope des extrêmes.
Une multitude d'organismes vit dans ce milieu ténébreux. Des bactéries extrémophiles s'y trouvent et fabriquent des substances minérales nécessaires. Elles procurent de l'énergie à ce monde qui grouille dans les profondeurs, en leur oxydant le soufre qui est dégagé des fumerolles. Les processus respiratoires furent les premiers à livrer leurs secrets. Dès ces instants occultes, des structures tétrapyroliques faisaient leur apparition et s'arrangeaient sur les structures atomiques de magnésium, en se faisant solidement fixer sur des pitoles, un alcool à très longue chaîne. Cet ensemble de structures a régulé les molécules chlorophylliennes. Ces molécules sont identifiées et cataloguées par les chimistes par deux formules distinctes, la chlorophylle A et la chlorophylle B. La chlorophylle A est formulée en C55H72 N40 5Mg. La chlorophylle B est formulée en C55H70 N40. Les plantes vertes contiennent de la chlorophylle nécessaire à la photosynthèse, ce sont donc des végétaux chlorophylliens. Elles absorbent l'eau que ces tiges lui procurent du sol. Le rayonnement solaire procure de l'énergie lumineuse qui serait captée et piégée par les chloroplastes de la feuille verte. Les plantes vertes ne se nourrissent pas à partir de matière vivante. Elles puisent ces substances dans l'inanimé et l'inorganique. En citant ces passages de l'espace vert, passés à la nuit des temps, du monde cambrien et post-cambrien, nous occultons souvent dans les commentaires cette main bienfaitrice et créatrice qui fixa dès ces instants de la vie sur Terre le magnésium comme une identité remarquable des pigments verts par lequel tout devait graviter autour. La vie, certes, n'était pas encore née au sens aérobique du terme, mais elle s'organisait dans les milieux aquatiques à la manière anaérobique des eaux primitives du premier océan. Le noyau central de cette formule est ce carré tétrapyrolique, au centre duquel serait fixé le magnésium. Toute la vie gravite autour de ce noyau de végétal. Le reste du périphérique est essentiellement du carbone, de l'hydrogène et de l'azote. Tous les agriculteurs savent que les engrais azotés provoquent remarquablement le verdissement des plantes. Par contre, la déficience du magnésium rend plutôt la plante jaunâtre. C'est donc le processus de la photosynthèse qui permet aux plantes de fabriquer, à partir du gaz carbonique, les glucides qui seraient la matière première de toute la substance vivante. La photosynthèse est la seule substance naturelle capable de transformer l'inanimé en matière vivante. Ces pigments verts sont surtout identifiés pour leur capacité d'absorption des photons. Ils sont capables d'extraire de l'atmosphère 1 milliard de tonnes de carbone par an et de les faire passer du minéral à l'organisme. Aucun autre organisme vivant ne saurait outrepasser cette usine végétale. La conquête chlorophyllienne. Ce chloroplaste utilise la lumière du soleil pour séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui forment les molécules d'eau. Il produit du sucre en associant l'hydrogène au dioxyde de carbone et rejette l'oxygène dont il n'a pas besoin. Pour voir de quelle manière cela fonctionne, nous devrons encore rétrécir jusqu'à l'échelle atomique. Nous y sommes. Cette chaîne d'assemblage est la pierre angulaire de l'usine moléculaire. Au niveau moléculaire, les réactions sont trop rapides pour être visibles à l'œil nu. Nous allons devoir ralentir le mouvement 1 milliard de fois environ. Ces grosses molécules, c'est du dioxyde de carbone. Chacune est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Quand un rayon de soleil atteint une molécule de chlorophylle, il s'ensuit une série de réactions chimiques. Des molécules d'eau sont cassées, ce qui libère des électrons porteurs d'énergie. Ceci correspond à l'activité diurne des chloroplastes lorsque le soleil fournit l'énergie nécessaire. Un second processus se déroule jour et nuit, alimenté par l'énergie solaire stockée durant la journée. L'énergie des électrons libres est utilisée pour associer les molécules de dioxyde de carbone aux atomes d'hydrogène de l'eau. Le résultat de ce processus, c'est du sucre dans lequel est stockée l'énergie solaire. Voilà comment les chloroplastes récupèrent l'énergie solaire depuis 3 milliards d'années. Ce sont ces microscopiques générateurs solaires qui font vivre les forêts, les cultures agricoles, le plancton des océans et les animaux, nous compris. À l'échelle mondiale, l'énergie solaire récupérée et transformée par la biosphère est égale à 6 fois celle produite par l'ensemble des activités humaines. La science peut expliquer le mécanisme chimique de la photosynthèse et reproduire le phénomène en laboratoire. Mais nous sommes encore loin de maîtriser le savoir-faire des plantes. Rien d'étonnant à cela, puisque la nature a des milliards d'années d'avance sur nous.
Pourtant, si nous parvenions à percer le secret de la photosynthèse, toutes les sources d'énergie actuellement utilisées par l'homme, charbon, pétrole, gaz naturel, deviendraient aussitôt obsolètes. La photosynthèse est la source d'énergie propre par excellence. Elle ne pollue pas l'air et son bilan carbone est neutre. Une photosynthèse artificielle appliquée à grande échelle réduirait les émissions de gaz à effet de serre qui sont tellement nocifs pour l'évolution du climat mondial. L'invention de la pigmentation verdâtre par le créateur a permis le passage de la vie précambrienne à celle du Cambrien. Cette molécule avait la capacité d'éliminer les composés gazeux de l'atmosphère irrespirable et inhospitalière. Les premières microflores marines à bactéries et aux algues bleues commencèrent par faire leur apparition. Les spécialistes de la flore marine leur attribuèrent le nom de cyanophytes ou de cyanophycées. Joël de Rosenay fera remarquer que cette nouvelle étape résulterait d'un étrange accouplement. La cellule végétale serait née d'une cellule hôte qui aurait adopté des squatters, c'est-à-dire des algues à photosynthèse, qui se seraient transformées en chloroplastes. Cette suggestion de Rosenay nous renvoie à l'émergence du phytoplancton dans les eaux primitives de la création. Là où la densité marine faisait paraître pour la première fois des nouvelles formes d'organismes, comme les cocoïdes par exemple. Ces premiers êtres vivaient anaérobiquement et pouvaient vivre en l'absence d'oxygène. Le savoir divin avait outillé ces premiers êtres pour produire de la photosynthèse, parce que cette fonction photosynthétique permettrait d'absorber le gaz carbonique abondant dans l'atmosphère et de rejeter de l'oxygène. Cette fonction a permis à l'oxygène de s'accumuler dans l'atmosphère. En se concentrant sans cesse dans le ciel atmosphérique, l'oxygène de la haute atmosphère a pu se transformer en couche d'ozone, dont les caractéristiques principales étaient de filtrer les rayons ultraviolets nocifs pour les êtres vivants. Lorsque la couche d'ozone devint suffisamment importante, les végétaux purent quitter l'abri offert par le milieu aquatique et coloniser la terre ferme. À partir de là, la Terre assistera à une véritable explosion de la vie. Il serait probable que les premiers organismes micro-végétaux seraient par cette main mystérieuse et créatrice, auraient par une certaine symbiose phagocyté une microfaune des eaux profondes par des cellules prokaryotes. Certains paléobotanistes disent que c'est grâce à l'adaptation endothermique des cyanophytes que leur population s'est vue dominer complètement le monde des étangs, des marécages, tout en modifiant les propriétés de l'eau et couvrant la surface sur laquelle elle flotte de taches verdâtres appelées fleurs d'eau. Cette hypothèse de phagocytose laisserait donc suggérer aussi qu'il y ait une évolution macrophage, c'est-à-dire qu'une d'entre les microphones aurait avalé une flore déjà équipée de chloroplastes et aurait donné des symbioses secondaires telles des algues, de dinoflagellés, de spores et de champignons. Chemin faisant, cette évolution les aurait conduits jusqu'à une lignée évolutive qui les aurait menés aux plans distincts et actuels. Un paléobotaniste, fasciné par le monde des végétaux, déclara avec enthousiasme qu'on ne saura jamais assez quel être primitif génial aura réussi à fabriquer pour la première fois cette verte molécule, dont son apparition marquera le point de départ de l'histoire des plantes. Un autre paléofloriste voyait dans le monde des végétaux une prodigieuse histoire, une épopée d'une algue qui aurait un jour quitté la mer pour conquérir le monde et peupler la terre avec pour seule arme une molécule, la chlorophylle. Une molécule qui ne laisserait jamais sans doute indifférents les spécialistes du monde végétal. Une quête qui n'a d'ailleurs pas cessé jusqu'alors. Un biologiste plus affirmatif que ses collègues dira « Dans l'eau, les algues n'avaient aucune raison de se mettre debout, ni à chercher à se fabriquer des racines. » Le Coran n'a jamais occulté les vertus de la molécule verdâtre et lui a même accordé des attributs créatifs capables de générer et de régénérer toutes sortes de conglomérats fruitiers. À la sourate intitulée « Les bestiaux », au verset 98, Dieu dit « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui qui précipite l'eau de pluie. Il éclore par cette eau toutes sortes de plantes. Par cette eau, il en extrait le pigment vert. Par cette substance il produit des graines conglomérées, nous éclosions des régimes de dattes pendantes, extraites de la spate de palmier, des vergers de vignes, des oliveraies et des grenadiers, présentant des espèces de fruits, avec des variétés semblables et de dissemblables. Observez leurs fruits parvenant à maturité ou demeurant encore immatures. Il y a en cela des signes pour les communautés croyantes. » L'exploration de la flore chlorophyllienne a fasciné le monde des botanistes. Cette admiration a poussé les botanistes à requérir cette substance verdâtre dans les chloroplastes qui sont eux-mêmes des sortes de pigments verts qui colorent la plupart des végétaux. Toutes les analyses montrent que les plantes synthétisent la matière organique. Les molécules hydrocarbonées produites par les éléments de la photosynthèse sont aussi à la base de notre alimentation.
Les chercheurs essaient de comprendre les mécanismes de la conversion biologique, voir comment les énergies stockées dans les chloroplastes parviennent à produire des molécules hydrocarbonées. La recherche fondamentale tente de percer les mystères biochimiques de la décomposition ou de la photolyse de l'eau et de la production d'oxygène. Lorsque les premiers vertébrés sont sortis de l'eau, il y a 400 millions d'années, la terre ferme présentait déjà un aspect accueillant, avec ses tapis de verdure et ses forêts capables d'assurer le gîte et le couvert. 70 millions d'années auparavant, les plantes s'étaient montrées plus téméraires. Les fossiles témoignent que ce sont elles qui osèrent sortir, les premières, d'un environnement aquatique gorgé de nourriture, pour passer à un sol dur et pauvre en nutriments. Puis, ces plantes aquatiques se voyaient par le très haut, outillées de tiges, qui leur permettaient de mettre un système de canalisation, qui cheminera l'eau et les sels minéraux jusqu'aux cellules. La première plante qui fut nantie par cet exploit est la charmante Cooksonia. Haute de quelques centimètres, elle n'a ni feuilles ni fleurs ni racines. Son système vasculaire est rudimentaire. Le système sera davantage amélioré chez ses descendants. Des canalisations parfaites apparaîtront plus tard. Il s'agit d'une petite plante arborant une tige de quelques centimètres de hauteur surmontée d'une structure nommée sporange. Une structure qui, comme son nom l'indique, produit des spores qu'elle diffuse au gré des vents afin de se reproduire. Cela faisait alors plus de 3 milliards et demi d'années que la vie foisonnait dans les océans et les cours d'eau. Pendant tout ce temps, la terre ferme était restée un environnement hostile, minéral, rocailleux, incapable de nourrir le moindre brin d'herbe ou d'abriter le moindre insecte. Les observations actuelles sont encore imparfaites pour comprendre l'ensemble du mécanisme réactionnel à l'échelle moléculaire. Mais elles parviennent à comprendre que l'eau est le donneur d'électrons. La photolyse permet des réductions qui seront à la base des transformations. Le transfert des éléments dissociés s'opéreront entre des donneurs et des accepteurs. Dans le cas de la photosynthèse, l'hydrogène, accepteur, en réaction avec le CO2 produit des molécules hydrocarbonées. D'autres chercheurs perçoivent qu'il y aurait tout un patatras de fabrication qui feront que l'oxydation de l'eau et la réduction du gaz carbonique se dérouleront indépendamment dans le temps et dans l'espace cellulaire. L'oxydation de l'eau, 2H2O, O2 plus 4H plus 4 électrons, conduit au dégagement d'oxygène. La réduction du gaz carbonique CO2 plus 4 électrons plus 4 hydrogène produit des glucides. Dans l'oxydation, les électrons sont arrachés aux molécules d'eau, ce qui entraîne la production d'oxygène. Les électrons sont cédés au centre réactionnel, qui les utiliserait lui-même pour réduire une petite protéine, la ferredoxine. Celle-ci fournirait à son tour les électrons nécessaires à la réduction du gaz carbonique. Une autre perspective est fondée sur le fait que l'eau est constituée d'oxygène et d'hydrogène et que les atomes de l'oxygène dégagés lors de la photosynthèse proviennent exclusivement des molécules d'eau. Les réactions de la photolyse de l'eau dans la photosynthèse sont complexes. Elles insèrent les diffractions lumineuses sur les molécules et leur mode d'absorption. Une foule d'équations chimiques interchangeables entre les atomes donneront des substances alimentaires jusqu'aux fruits. Et de l'autre, une libération d'oxygène dans l'atmosphère. Les agrobiologistes ont dû sacrifier bien des cultures viagères pour comprendre comment la substance chlorophyllienne pouvait dans un premier rôle de son investissement engendrer tant de graines immatures. Puis, voir ces mêmes graines ou ovules immatures, logés dans des carpelles devenir après un délai imparti, des fruits matures, charnels ou secs, pour être consommés. La chlorophylle est la sève nourricière de toutes les plantes, elle est un critère d'appartenance du monde végétal, et sa présence se manifeste dans toutes les cellules. Ce pigment vert est commun aux algues, aux mousses, aux fougères et aux plants qui produisent des conglomérats de graines, c'est-à-dire des spermaphytes.